Facebook, Twitter, forum et encore autres canaux sociaux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode des décideurs de la relation client. A tout de suite. Et pour parler des nouveaux usages des internautes sur ces plateformes, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux experts en la matière. Bonjour, bonjour mesdames. Bonjour. À ma droite, Isabelle Cambrelan, vous êtes directrice des activités numériques et des médias internes du groupe La Poste. Oui. Bienvenue. Et Madame Michaud, Catherine Michaud, vous êtes présidente de l'agence XL. C'est une filiale de TBWA spécialisée en relations clients. Et vous êtes également vice-présidente de l'AAC, qui est un syndicat des agences de communication. Bienvenue à vous également. On va commencer par La Poste, bien sûr. On va parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment La Poste se positionne sur les réseaux sociaux ? Les médias sociaux occupent de plus en plus de place dans la gestion de notre relation client. On observe au global que les équilibres bougent entre la gestion des contacts en ligne et la gestion des contacts hors ligne. Pour autant, c'est sans commune mesure aujourd'hui avec notre activité plus traditionnelle. Par exemple, on totalise 8 millions d'appels dans nos centres d'appel, alors qu'on compte 90 000 contacts sur les médias sociaux. On a finalement pour autant compris que le web social ne serait pas un épiphénomène et qu'on avait maille à partir de ces médias pour illustrer en ligne nos engagements clients et notre esprit de service, et puis pour créer en quelque sorte de la valeur avec nos clients par l'échange. On a joué au départ la carte de la plus-value relationnelle. C'est la carte de l'interaction que vous jouez. Exactement. Et puis pas seulement l'information, le pushing. Non, c'est la carte de la relation à valeur ajoutée, puissance X. On a privilégié au départ l'écoute, un peu d'humilité aussi, et puis on a appris en marchant et on s'est attaché à apporter des solutions et pas forcément que des réponses à chacune des sollicitations. Alors vous parliez d'écoute, c'est-à-dire qu'au début, quand on arrive sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut un temps pour apprendre, apprivoiser ces nouvelles plateformes? Est-ce qu'il faut un temps d'adaptation? Il faut juste observer, Madame Michaud? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, pour les entreprises, d'abord, c'est nouveau, globalement. Donc, cette phase d'observation permet de se rendre compte où mettre le bon curseur. On peut utiliser les réseaux sociaux pour la version minimaliste, néanmoins intéressante, de un canal de plus de communication. Et puis, on peut l'intégrer dans une véritable stratégie relationnelle. Et là, ça devient un point de contact dans l'ensemble du parcours client. Et là, à ce moment-là, l'observation, elle est très importante puisque il faut se trouver au bon moment avec le bon contenu pour la bonne personne. Puisque la relation client va s'évaluer en termes de performance sur sa capacité à avoir créé de l'affinitaire avec les clients. Peut-être sur ce dispositif d'écoute, dire que c'est indispensable. Enfin, je veux dire, nous, on l'a fait bien avant de se lancer sur les médias sociaux, à peu près 18 mois avant. D'abord, ça nous a permis de mesurer notre réputation avec des vrais points de crispation. Quand on l'a fait, on n'avait pas encore fait la modernisation des bureaux de poste. Et on a mené tout ça de concert avec le lancement de l'espace consommateur. Et nous continuons de travailler sur cette mesure de la réputation. C'est indispensable. Et dès que vous avez ouvert un peu les portes des réseaux sociaux, j'imagine que les clients se rués parce qu'ils se disent quoi, c'est une nouvelle opportunité, c'est une opportunité plus directe, ou alors c'est une nouvelle génération, tout simplement c'est d'autres utilisateurs que ceux qui prennent leur téléphone ou qui écrivent un courrier postal. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, ça dépend des réseaux. Sur Facebook, on a affaire évidemment plus au grand public et on le constate aujourd'hui tous les jours. Sur Twitter au début, en tout cas l'aventure Twitter il y a 2-3 ans, nous on y est allé pour cibler des clients qui sont assez clés pour le développement de nos activités courrier-colis. Et là, en l'occurrence, on avait affaire à des profils technophiles, e-commerçants, e-shoppers, et on y est allé pour ça. D'ailleurs, je compléterais en disant que, comme on l'a toujours vu, un média n'a jamais annulé un autre média, mais vient compléter, soit parce que ça permet d'apporter une valeur ajoutée de plus en termes de contenu, soit, ça peut être du « et » d'ailleurs, ça permet de toucher des catégories de personnes qui n'étaient pas forcément bien touchées avec d'autres canaux. Donc le téléphone reste extrêmement important pour toute une partie de la population. On sait aujourd'hui par exemple que quand on veut faire de la relance sur de donateurs typiquement qui ont la moyenne d'âge de plus de 70 ans, le téléphone reste le média le plus efficace dans la relation client, là où un Twitter va être extrêmement efficace en effet des populations technophiles, mais également des populations B2B, parce que ça va être complètement lié à leur comportement de mobilité, nouvelles technologies, et qui sont en fait surconsommateurs de tous ces devices extrêmement performants. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment on investit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on investit parce qu'on compte le nombre d'interactions qu'on peut avoir sur ces réseaux? Est-ce qu'on compte le nombre de salariés qu'on a, le chiffre d'affaires que fait notre groupe? Comment on décide de ce positionnement?
Évidemment, l'adéquation avec ce que vous avez envie de dire et puis votre stratégie. Hein. Quand on l'a fait pour la Poste, on l'a fait dans une stratégie d'amélioration de la relation client. Oui, c'est-à-dire qu'une entreprise, si on prend l'exemple d'une petite structure qui a peu de personnel qu'elle peut mobiliser, forcément, à ce moment-là, c'est dangereux de se dire j'ouvre X compte Twitter et j'ouvre une page Facebook parce qu'on n'aura pas forcément les ressources humaines pour pouvoir faire ce committee management. Parce que ce sont des plateformes qui sont dans l'instantanéité d'une part et d'autre part dans le 365. Qu'il faut avoir la capacité à répondre tous les jours possiblement à des demandes de clients, mais aussi avoir des choses à raconter de façon extrêmement non seulement régulière mais fréquente. Or, on peut être une toute petite structure et avoir plein de choses à raconter. Ça veut dire qu'il faut décider en amont d'être prêt à créer un investissement d'une personne, voire peut-être plusieurs, pour pouvoir animer. Mais ça peut être tout à fait productif, parce que si derrière, c'est un accélérateur de business, un accélérateur de connaissances clients, il ne faut pas oublier que la connaissance client aujourd'hui, c'est ce qui permet d'améliorer les capacités de prospection. Plus je connais mes clients, plus je peux aller chercher des gens qui leur ressemblent et qui donc seront mes clients. Et quand on est une très grosse entreprise, l'exemple de la Poste, mais on peut parler de la SNCF, on peut parler de McDo, on peut parler de Marionneau, on peut parler de plein de grosses entreprises, c'est une obligation de l'intégrer, je dirais, au même titre qu'on a un call center avec un certain nombre de collaborateurs qui est externalisé ou pas, qui peuvent répondre à des appels entrants ou émettre des appels. Donc là, c'est exactement dans la même logique d'investissement qui sont directement liés à une base de données clients. Oui, et puis on raisonne community management, on parle beaucoup de community management, mais ce qui est important, ce sont les interactions et les interactions avec les autres services clients et les autres parties prenantes. Un community manager aujourd'hui, tout seul au sein de l'entreprise, ne peut pas grand-chose. Donc il faut installer un réseau de contacts qualifiés, voire travailler, on en parlera peut-être, à la déportation d'un certain nombre de flux vers les services clients. C'est toute une entreprise qui se met en marche. Dont le client aura potentiellement besoin. Donc il faut qu'il soit au centre de l'organisation. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se permettre d'avoir des bases de données cloisonnées. Donc non seulement la base de données doit être centralisée, mais en plus, elle doit avoir le parcours client historisé et on doit pouvoir savoir que le client a émis un tweet à un certain moment, puis a été contacté par téléphone, puis s'est rendu en magasin et enfin a lui-même téléphoné au call center pour le suivi de sa commande. Alors en termes d'organisation, ça donne quoi? Comment on met en place la relation client au cœur de l'entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'on bouleverse l'organisation de l'entreprise? Les premières fonctions qui sont vraiment impactées, en tout cas au démarrage, sont les fonctions assez clés du marketing, de la communication. Et puis potentiellement, je dirais que ça va aussi toucher l'ensemble des collaborateurs. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. Et donc, on a déployé il n'y a pas longtemps un programme de sensibilisation parce que les postiers, ils sont 240 000, ont forcément un point de contact à un moment ou à un autre, même s'ils ne sont pas ambassadeurs de la relation client. Et ils sont porteurs de l'image de leur entreprise. On reforme l'intégralité des collaborateurs de la Poste? Et l'idée, c'est en tout cas de les acculturer, de les responsabiliser, de les sécuriser aussi, parce que c'est un monde nouveau et qu'il y a un certain nombre de pièges. Quand on a une force de vente qui est en direct avec le public, donc des vendeurs en magasin ou des postiers ou des contrôleurs pour la SNCF, ils sont naturellement formés à être en contact avec le client. Et donc, ils sont formés à être en contact avec le client physiquement. Et donc, on est en train de leur apprendre à ce que ce contact puisse perdurer avec des outils qui sont extrêmement faciles à utiliser. C'est une nouvelle façon d'envisager la relation client, c'est au sens où, dans l'entreprise, ça crée une nouvelle culture, une culture client. Et donc, le gros changement, c'est qu'on passe d'un marketing produit à un marketing client. Et ça révolutionne totalement un certain nombre d'entreprises qui, historiquement, étaient vraiment sur des chaînes de valeur industrielles et liées, ce qui est le cas de la Poste, mais pas que, il y en a beaucoup d'autres, dans une logique où répondre aux besoins clients va être largement aussi important, non pas plus, mais largement aussi important que le process de l'offre. Donc en plus, ce marketing client, cette remontée d'informations grâce à ces réseaux sociaux va permettre de nourrir le marketing produit, de s'approcher au plus près. Ça constitue autant d'insights, Voilà, c'est itératif. C'est un cercle vertueux. Exactement. La BNP Paribas ose le SAV sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si on fait du SAV aujourd'hui sur la page Facebook de la Poste. Ce qui est certain, c'est qu'on a une approche CRM intégrée avec une application. Alors, c'est un début, on verra comment on monte en puissance. L'idée, c'est donner la possibilité à nos clients de venir poser des questions. Cette application qui est dynamique. Est-ce que ce SAV doit être public ?
Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être réglé entre le client et ça dépend le... ce qu'on entend par SAV. Enfin, je sais pas. En tout cas, en ce qui concerne le SAV de la Poste, et qui tient beaucoup, en tout cas aux particuliers, sur mon colis est-il bien arrivé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on doit conserver dans l'intimité, j'aimerais dire, au téléphone ou dans une relation qui soit entre deux acteurs. Moi, et pas, c'est très intéressant votre point, parce que pour un client, pour une personne, sa page Facebook est tout aussi, pour elle, est tout aussi privée que sa ligne de téléphone. Même si, dans la réalité, il va s'exposer. Mais au fond, il considère que c'est privé, au point d'ailleurs où aujourd'hui, il y a énormément de discussions sur les entreprises ont-elles le droit d'avoir accès aux pages Facebook des collaborateurs pour renseigner les RH, etc. Donc il y a toute une autre discussion sur la vie privée de ce point de vue-là. Alors, du côté de l'entreprise, est-ce qu'elle n'a pas envie de favoriser un échange qu'elle va pouvoir, enfin un problème en gros à régler, qu'elle va pouvoir régler discrètement, si j'ose dire, plutôt que... Alors, est-ce que c'est dans son intérêt d'exposer au plus grand nombre qu'elle a pu trouver une solution pour tel problème? Ça travaille l'image. Et d'une certaine mesure, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut se dire qu'il faut jouer la franchise. La transparence, dans une certaine mesure, et un peu d'humilité, d'écoute. Madame Michaud, est-ce que vous pouvez nous parler des 4 E, émotion, expérience, exclusivité et engagement, s'il vous plaît? Alors, les 4 E sont sans doute la suite de ce qu'on a pu appeler il y a un certain nombre d'années en marketing les 4 P, puis les 4 D, le deal, direct, data et digital, qui était une façon extrêmement efficace d'expliciter tous les angles marketing pour une offre ou pour un produit. Quand on est sur les 4 E, là aussi on voit bien comment on passe d'une notion où finalement on était dans un simple deal à une notion beaucoup plus interactive d'engagement et beaucoup plus en effet liée à l'engagement du client. Pour une marque, ça a énormément de valeur d'avoir repéré les clients engagés, puisqu'un client engagé va lui apprendre beaucoup de choses sur sa marque et va lui permettre de pouvoir améliorer son service, son offre, etc. Et si la marque arrive à créer cette expérience client, le E de expérience, à travers le E de émotion, on crée une forme d'attachement qui dépasse le simple deal. Est-ce qu'on est rentré dans une tendance plus humaine? Parce que data, c'était de l'information, deal, c'était le côté marchand, digital, c'était l'outil. Et là, on est dans l'émotion, l'expérience, l'engagement. On revient à des notions qui sont, enfin, des valeurs qui sont plus humaines. C'est-à-dire que c'est une maturité. On s'aperçoit que c'est compliqué d'être dans les 4 E si on n'a pas maîtrisé en amont les aspects de deal, les aspects de direct, comment toucher le client directement, etc. Quand on a travaillé cette partie-là, il est intéressant après de s'interroger sur le fait de créer cet attachement à la marque. Maintenant qu'on a ces outils, comment on peut aller plus loin, c'est ça? Voilà, car aujourd'hui, si vous avez eu une expérience moyenne un jour, parce que la marque n'a pas pu maîtriser 100% de ce qui se passe dans les points de vente, etc., vous serez plus prêt à pardonner si, globalement, vous avez un attachement plus fort à la marque. Et cet attachement doit dépasser le simple deal. Il doit être, en effet, dans l'expérience et dans l'émotion. Nespresso, de ce point de vue-là, je trouve, est un bon exemple, puisque, alors que ce n'est que du café, d'une certaine manière, l'intégralité de l'approche relationnelle de Nespresso est faite sur cette expérience. On voit d'ailleurs qu'ils évoquent des mots comme partage, des mots comme amour dans leur communication. C'est très fort. C'est extrêmement fort et ils sont primés récemment sur 3 prix différents autour de la relation client, ils sont primés. Donc on voit bien qu'il y a une véritable efficacité du point de vue du business. D'accord. Et donc la Poste a également été primée la semaine dernière au podium de la relation client pour justement cette capacité à avoir bouleversé ce métier pour rendre l'expérience client plus agréable. Aujourd'hui, comment vous innovez, comment vous allez plus loin? Vous avez innové dans les bureaux de poste, dans les guichets, comment vous innovez sur les réseaux sociaux? Alors après cette première phase, qui est une phase de mise en jambe, j'allais dire, sur les médias sociaux, on réfléchit aujourd'hui à travailler l'interaction avec nos centres d'appel, déporter cette relation client sociale, en tout cas les flux appropriés, vers nos téléconseillers, sans pour autant renoncer à ce petit supplément d'âme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas cette proximité qu'on a créée avec nos clients et nos prospects. On va mettre en place une expérimentation qui, si elle fonctionne, sera démultipliée, où le community manager va conserver le pilotage de l'activité, mesurer
mesurer la performance, mais dispatcher les sollicitations auprès des téléconseillers qu'on aura formés. D'accord, Voilà. donc en soutien, c'est-à-dire pour être plus performant. Exact, et puis peut-être aussi plus de demandes. Peut-être aussi pour se recentrer sur ce qui fait son cœur de métier, c'est-à-dire la gestion de l'influence, l'animation des communautés, et puis la détection des signaux faibles, parce que le vrai métier du community manager, c'est ça. Je voudrais rebondir sur ce point, cette fameuse détection des signaux faibles. Un certain nombre d'entreprises ont sous-estimé les signaux faibles, où tout d'un coup commençait à monter un certain nombre de commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et l'ont payé cher. Si j'ai en tête, vous l'avez aussi, un Nestlé avec l'huile de palme, par exemple, où finalement ça devient une véritable gestion de crise, alors qu'il y a eu, quand on refait l'histoire et que la veille, ce qui est extrêmement important aujourd'hui pour les marques, avait détecté, mais n'avait pas été considéré justement comme un signal fort, donc pas forcément important, voilà, parce que c'est 3-4 commentaires isolés. Ça veut dire que plus que jamais, la différence entre les réseaux sociaux dans la relation client et des canaux traditionnels, c'est qu'il y a un côté interaction communautaire extrêmement rapide, là où quand on est dans le téléphone, c'est la marque avec le client en one-to-one. Et là, on est d'abord une communauté qui se met en relation avec la marque. Donc ça exige, là aussi, une observation beaucoup plus forte. Et puis c'est beaucoup plus dangereux. La force du message est beaucoup plus forte. Elle peut se répandre très très vite. Il y a une logique de vitesse. Le rapport au temps n'est plus exactement le même. En revanche, ça peut être oublié aussi très vite, ça dépend. Mais c'est super important pour les marques aujourd'hui, justement, de se poser toutes ces questions-là en amont. D'accord. Alors pour conclure, mesdames, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une entreprise, quelle que soit sa taille, qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? 1 ou 2 conseils. Je dirais, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, écouter, avant d'agir, écouter, et puis essayer de transposer sur ces médias en les comprenant, en comprenant leurs spécificités, en comprenant les attentes des clients et des prospects, essayer de traduire, de s'inscrire dans la ligne de s'inscrire dans la ligne de la stratégie avec une certaine continuité dans les objectifs. D'accord. Et vous, Madame Michaud? Pour une entreprise, elle se doit de mettre des objectifs en face de l'utilisation des réseaux sociaux au regard de la relation client. Qu'est-ce qu'elle cherche? En face de ce qu'elle cherche, c'est quoi les critères qui permettront de mesurer l'efficacité pour vérifier qu'un an après, on a gagné par rapport à un an avant et éviter ainsi un sentiment de présence, mais qui en réalité n'a fait que saupoudrer une marque, une relation de la marque avec ses clients, et non pas véritablement intégrer la stratégie relationnelle. Donc c'est passé dans une véritable logique stratégique. On ne va pas sur les réseaux sociaux par hasard, c'est vraiment structuré, il y a des objectifs, il y a une méthode pour y aller, il y a un retour, et donc c'est un développement, c'est un investissement qui est vraiment qu'on doit réfléchir. Et il y a aussi une certaine façon d'évaluer la performance. Je veux dire, les méthodes héroïstes classiques n'ont vraiment pas lieu d'être sur le web social aujourd'hui, parce que tout simplement les bénéfices ne se mesurent pas toujours en quanti. Quand on parle d'attention, de valeur, quand on travaille l'intérêt, exactement. Alors il y a des chiffres, voilà. Évidemment il y a des chiffres et on s'appuie sur des objectifs chiffrés, mais plus intéressant par exemple de travailler autour des ratios d'engagement que de travailler sur le nombre de fans sur sa page Facebook. Moi aujourd'hui j'ai absolument aucune idée du nombre de fans qu'il y aura sur la page, mais par contre on surveille de très près les ratios d'engagement, et les ratios d'engagement c'est le signe de l'interaction, du partage, de la viralisation de vos actions. On apprend tout simplement à compter différemment. À compter différemment, exactement, et surtout derrière ces ratios d'engagement, à pouvoir créer des nouvelles segmentations dans les bases de données, qui ne sont plus les segmentations traditionnelles RFM, mais qui sont des segmentations justement qui peuvent être sur implication, exigence, fidélité, transparence, voilà, qui sont ces fameux qualifiants de l'engagement. Très bien. Merci mesdames d'être venues partager votre expertise des réseaux sociaux sur notre émission. J'invite nos téléspectateurs, comme toujours, à réagir à cette émission sur nos réseaux. Justement, ils sont là pour ça, Facebook et Twitter. À très bientôt pour un prochain épisode des Décideurs de la relation client.